Sous la chaleur accablante d'Alcalo, en Caroline du Sud, un jeune garçon nommé George Stinney Jr. est devenu une triste incarnation des profondes injustices qui ont affligé une nation. C'était une époque où l'air était lourd de préjugés, et la couleur de la peau déterminait le destin des individus avant même qu'un mot ne soit prononcé. Alors que le soleil projetait de longues ombres sur cette ville ségrégée, George, avec ses yeux innocents et son cœur tendre, profitait de l'après-midi comme n'importe quel autre enfant, totalement inconscient de la tempête qui se préparait à l'horizon. Cependant, ce jour fatidique a vu souffler violemment les vents du sectarisme et de la discrimination, changeant à jamais le cours de sa jeune vie. Alors que nous plongeons maintenant plus profondément dans les détails de l'injustice atroce infligée à George Stinney, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et de montrer votre soutien dans la section des commentaires. La communauté ségrégée d'Alcalo en Caroline du Sud a créé un environnement où préjugés et discrimination prospéraient, imposant d'importantes barrières et difficultés aux résidents afro-américains. Ce contexte de racisme systémique crée la toile de fond pour comprendre le contexte dans lequel s'est déroulée la tragique histoire de George Stinney Jr. Éclairant les facteurs sociaux et historiques plus larges qui ont contribué à son traitement injuste. Le 23 mars 1944, Betty June Binker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 7 ans, roulaient à vélo à Alcalo à la recherche de fleurs. Lorsqu'elles ont aperçu George Stinney et sa petite sœur amie en cours de route, elles se sont arrêtées pour leur demander où trouver des mépopes, les fruits jaunes comestibles de la passion. Il s'agit apparemment de la dernière fois où les filles ont été vues vivantes. Binker et Thames, qui étaient blanches, ne sont jamais rentrées chez elles ce jour-là. Leur disparition a incité des centaines de résidents d'Alcalo, y compris le père de Stinney, à se rassembler pour rechercher les filles disparues. Ce n'est que le lendemain que leurs cadavres ont été découverts dans un fossé boueux. Lorsque le docteur Asbury Cecil Bozard a examiné leur corps, il n'y avait aucun signe évident de lutte, mais les deux filles avaient subi une mort violente avec de multiples blessures à la tête. Thames avait un trou droit dans le front jusqu'au crâne, accompagné d'une coupure de 2 pouces de long au-dessus de son sourcil droit. Pendant ce temps, Binker avait subi au moins 7 coups à la tête. Il a été noté que l'arrière de son crâne n'était qu'un amas d'os brisé. Bozard a conclu que les blessures de Binker et Thames étaient probablement causées par un instrument rond d'environ la taille de la tête d'un marteau. Une rumeur circulait en ville selon laquelle les filles s'étaient arrêtées chez une famille blanche éminente le même jour que leur meurtre, mais cela n'a jamais été confirmé, et la police ne semblait certainement pas chercher un tueur blanc. Lorsque les agents de l'application de la loi du comté de Clarendon ont appris d'un témoin que Binker et Thames avaient été vus en train de parler à Stinney, ils se sont rendus chez lui. Là, George Stinney Jr. a été rapidement menotté et interrogé pendant des heures dans une petite pièce, sans la présence de ses parents, d'un avocat ni de témoin. La police prétendait que George Stinney Jr. avait avoué le meurtre de Binker et Thames après l'échec de son plan pour avoir des relations sexuelles avec l'une des filles. Un officier nommé H.S. Newman a écrit dans une déclaration manuscrite « J'ai arrêté un garçon nommé George Stinney. Il a ensuite avoué et m'a dit où trouver une pièce de fer d'environ 15 pouces. Il a dit l'avoir placé dans un fossé à environ 6 pieds de la bicyclette. » Newman refusa de révéler où Stinney était détenu, car des rumeurs de lynchage se propageaient dans toute la ville. Même ses parents ignoraient où il se trouvait, car son procès approchait rapidement. À l'époque, 14 ans était considéré comme l'âge de la responsabilité, et Stinney était soupçonné d'être responsable du meurtre. Environ un mois après la mort des filles, le procès de George Stinney Jr. a commencé dans un tribunal du comté de Clarendon. L'avocat commis d'office, Charles Plowden, a fait peu ou rien pour défendre son client. Au cours du procès de 2 heures, Plowden n'a pas appelé de témoin à la barre ni présenté de preuves susceptibles de jeter le doute sur la thèse de l'accusation. Le principal élément de preuve présenté contre Stinney était son prétendu aveu, mais il n'existait aucun enregistrement écrit de l'aveu du jeune homme quant au meurtre. Lors de son procès, Stinney n'avait pas vu ses parents depuis des semaines, et ils avaient trop peur d'être attaqués par une foule blanche pour se rendre au tribunal. Ainsi, le jeune de 14 ans était entouré d'étrangers, jusqu'à 1500 d'entre eux. À l'issue d'une délibération qui a duré moins de 10 minutes, le jury entièrement composé de blancs a déclaré Stinney coupable de meurtre sans recommandation de clémence. Le 24 avril 1944, le jeune de 14 ans a été condamné à la peine de mort par électrocution. L'exécution de George Stinney Jr. ne s'est pas déroulée sans protestation.
En Caroline du Sud, des organisateurs des syndicats ministériels, tant blancs que noirs, ont pétitionné le gouverneur Olin Johnston pour qu'il accorde la clémence à Stinney en raison de son jeune âge. Parallèlement, des centaines de lettres et de télégrammes ont afflué au bureau du gouverneur, le suppliant de faire preuve de clémence envers Stinney. Les partisans de Stinney ont fait appel à des principes aussi fondamentaux que l'équité et la notion de justice chrétienne. Mais en fin de compte, rien de tout cela n'a suffi à sauver George Stinney. Le 16 juin 1944, George Stinney Jr. est entré dans la chambre d'exécution du pénitencier de l'État de Caroline du Sud à Columbia, une Bible sous le bras. Pesant à peine 43 kg, il portait une combinaison rayée ample. Attaché à une chaise électrique de taille adulte, il était si petit que l'électricien de l'État avait du mal à régler une électrode sur sa jambe droite. Un masque trop grand pour lui a été placé sur le visage. Un capitaine adjoint lui a demandé s'il avait des dernières paroles. Stinney a répondu « Non, monsieur ». Le médecin de la prison a insisté « Vous ne voulez rien dire sur ce que vous avez fait ?» Encore une fois, Stinney a répondu « Non, monsieur ». Lorsque les responsables ont actionné l'interrupteur, 2400 volts ont traversé le corps de Stinney, faisant glisser le masque de son visage. Ses yeux étaient grands et larmoyants, et de la salive coulait de sa bouche pour que tous les témoins de la salle puissent le voir. Après 2 autres secousses électriques, c'était terminé. Stinney a été déclaré mort peu de temps après. En seulement 83 jours, le garçon avait été inculpé de meurtre, jugé, condamné et exécuté par l'État. La condamnation pour meurtre de George Stinney a été annulée en 2014. Ses frères et sœurs ont affirmé que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte et qu'il avait un alibi. Au moment des meurtres, il se trouvait avec sa sœur Amy, surveillant la vache familiale. Ils ont également noté qu'un homme nommé Wilford Johnny Hunter, qui prétendait être le compagnon de cellule de Stinney, avait déclaré que Stinney avait nié avoir assassiné Binker et Thames. Il aurait dit « Johnny, je n'ai pas fait ça, je ne l'ai pas fait », a dit Hunter. Il a ajouté « Pourquoi me tuerait-il pour quelque chose que je n'ai pas fait ?» Après des mois de réflexion, le 17 décembre 2014, le juge Carmen T. Mullen a annulé la condamnation à mort de Stinney, qualifiant la peine de mort d'une grande et profonde injustice. Les frères et sœurs de George Stinney Jr. étaient ravis d'apprendre que leur frère avait été disculpé après 70 ans, appréciant d'avoir vécu suffisamment longtemps pour le voir se produire. C'était comme si un nuage s'était tout simplement dissipé, a déclaré la sœur de Stinney, Catherine Robinson. Quand nous avons reçu la nouvelle, nous étions assis avec des amis, j'ai levé les bras et j'ai dit merci, Jésus. Quelqu'un devait être à l'écoute. C'est ce que nous voulions depuis toutes ces années. L'histoire tragique de George Stinney Jr. résonne bien au-delà des limites d'une seule affaire, jetant une lumière crue sur les implications plus larges et le racisme systémique profondément ancré dans le système de justice pénale. Son expérience sert de puissant catalyseur pour la réflexion, la compréhension et la nécessité urgente de changement. Que l'histoire de George Stinney Jr. serve de rappel à ne jamais oublier les vies perdues en raison de l'injustice raciale et à toujours lutter contre la discrimination. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la justice prévaut et où les leçons du passé nous guident vers un avenir plus lumineux et plus équitable.